Rebonjour. Si vous êtes aussi nombreux ce soir pour l'écouter, et on aurait pu doubler la capacité d'accueil de la salle tant le nombre de demandes a été important. Si vous êtes aussi nombreux, disais-je, c'est parce que cet homme vous fascine, vous intrigue, vous agace, vous charme. On le surnomme acquittator pour le nombre record d'acquittements qu'il a obtenus, mais ce sont surtout ses prises de position qui ont fait sa réputation. Ces prises de position pour la justice vertu, mais contre la justice institution, telle qu'elle s'applique aujourd'hui un peu trop souvent à ses yeux. J'appelle à la barre Maître Éric Dupond-Moretti. Bon, vous commencez par ne pas tenir votre parole. Vous m'aviez promis que vous arriviez en dansant, donc finalement, vous avez changé d'avis. C'est vrai. Éric Dupond-Moretti, que s'est-il passé? Le titre de notre rencontre, c'est Confiance, avoir confiance en la justice, et on aura largement de quoi parler pendant les 3 quarts d'heure qui vont s'écouler. Que s'est-il passé depuis que le jeune Éric Dupond-Moretti, à 15 ans, décide de devenir avocat par réaction à l'exécution capitale de Christian Ranucci, puis lorsque vous avez prêté serment en 84, et pour que vous arriviez aujourd'hui à écrire et à dire souvent « j'ai peur, je suis en colère face à la justice que nous connaissons aujourd'hui ». Il s'est passé beaucoup de choses. Je crois que la justice, enfin la magistrature de notre pays est en pleine mutation. La première difficulté, comme l'a écrit Casamayor, qui est le fondateur du syndicat de la magistrature, c'est que la justice est une erreur millénaire qui veut que l'on ait confié à une administration le nom d'une vertu. La justice a donc toutes les qualités d'une administration, mais elle en a également tous les défauts. Et j'ai assisté au cours de ces années, trop nombreuses hélas, à la mutation suivante. Pendant des siècles, la justice a été aux ordres du pouvoir, ça ne posait aucun problème. Puis elle s'est affranchie de cette tutelle. La période, on peut la situer au moment de Thierry Jean-Pierre, Urbain, peut-être un peu avant la création d'un certain nombre de syndicats qui ont exprimé leur défiance à l'égard du pouvoir. Et naturellement, personne ne peut regretter que la justice soit indépendante. Bien sûr. Sauf que le corollaire de cette indépendance, c'est que les juges ont pris, en tous les cas certains d'entre eux, trop de pouvoir. Je m'explique. Plus les juges sont indépendants et plus ils doivent respecter la règle de droit. Et ce que je constate aujourd'hui, c'est que certains d'entre eux s'en affranchissent. Alors, il n'y a pas de république des juges dans notre pays, mais il y a la république de certains juges. Oui, c'est ça, parce qu'on ne peut pas tout généraliser. Bien sûr, avec des rapports, j'espère qu'on en reparlera, entre les juges et certains médias. Tout à fait. Vous savez, moi, d'abord, je ne crois pas... la justice, ça ne veut rien dire. La justice, c'est d'abord la signature de ceux qui la rendent. Donc vous avez autant de justice qu'il y a de juges, au fond. Et la presse, le barreau, c'est exactement la même chose. Tous les avocats ne sont pas égaux et tous les journalistes non plus, dans la déontologie et dans le reste. Donc il y a cette mutation profonde qui fait qu'aujourd'hui, l'encastement de la magistrature, dont on pourra également reparler, leur donne une espèce de pouvoir sans contre-pouvoir suffisant et une impunité qui recouvre plusieurs aspects et plusieurs formes. Elle est protéiforme, cette impunité. D'abord, une impunité fonctionnelle. Les juges ne sont responsables de pratiquement rien. C'est le seul groupe de travail en France qui a ce privilège statutaire énorme. Un corporatisme absolument forcené, qui fait que la justice pratique l'entre-soi, et un certain nombre de textes qui, aujourd'hui encore, interdisent la critique d'une décision de justice,
Et si vous dites d'un juge qu'il se tient mal, vous êtes susceptible d'être poursuivi pour outrage. Et la contradiction, puisque vous dites, et l'on découvre au travers de vos écrits, cette franche détestation qu'il y a des juges vis-à-vis du barreau, des avocats, parce que la contradiction, les magistrats que vous fustigez ne supportent pas la contradiction. Le grand juge, parce qu'il y a de grands juges. Il y a des grands juges, bien sûr. Bien sûr. De ces hommes et de ces femmes qui, en quelques instants, vous réconcilient avec la notion même de justice. C'est le troupeau qui est petit, dites-vous souvent. C'est le troupeau qui est petit, oui. Oui. Le grand juge, il aime les avocats. Il aime le contradictoire, l'insupportable contradictoire, qui est l'essence même de l'avocat. Au fond, un juge travaille un dossier. Il a une idée préconçue, forcément, puisqu'il est un être doté d'intelligence. Et là arrive un auxiliaire de justice, parce que nous, on n'est pas partenaire de justice, le vocable est important, on est auxiliaire de justice, c'est-à-dire, au fond, pas grand-chose. Et là arrive un avocat, dans l'imagerie populaire, un mercenaire, parfois grassement stipendié pour faire triompher le crime, qui lui dit « vous vous trompez peut-être ». Et le grand juge, il est gourmand de cette contradiction, parce qu'elle peut, cette contradiction, lui éviter l'erreur judiciaire. En fait, d'ailleurs, regardez même la terminologie « erreur judiciaire ». C'est insupportable comme mot. Oups, le juge a commis une erreur. Non, le juge n'a pas respecté les principes. Et l'erreur judiciaire, c'est une prise de risque volontaire avec les principes qui sont les nôtres. Et au rang de ces principes cardinaux, il y a évidemment la règle du doute, bien sûr. Vous dites souvent que bien des juges sont plus des justiciers que des juges. Oui, surtout par les temps qui courent. Ah oui, c'est une évidence absolue. Ils travaillent de façon assez curieuse aujourd'hui. C'est un pouvoir en soi, ce que ne prévoit pas la Constitution d'ailleurs. Mais là, on parle de certains juges. Et l'encastement des juges est renforcé par les juridictions spécialisées. Je pense en particulier au pôle financier. Je pense aux juridictions interrégionales. Je pense aussi à la galerie antiterroriste. Oui. Il se passe des choses singulières, oui. Les écoutes téléphoniques qu'on appelle aujourd'hui les filets dérivants. Vous en parlez, vous citez pas mal d'affaires dans lesquelles vous êtes intervenu où des abus caractérisés se sont déroulés. On pourrait citer l'affaire Sarkozy, Herzog, entre autres, pour les plus célèbres, mais d'autres. On va en parler une toute petite seconde, parce que au décours de cette affaire, les juges ont décidé de tuer le secret professionnel de l'avocat. Alors, le secret professionnel de l'avocat, il protège le justiciable, pas l'avocat. Car si l'avocat est lui-même suspecté d'avoir commis une infraction, et c'est au fond bien légitime, il peut être placé sous écoute, on peut contrôler son activité, et tout ça est bien normal. Il peut faire l'objet d'une enquête. Qu'est-ce qui se passe dans l'affaire Sarkozy-Herzog ? Tout le monde sait de notoriété publique que l'un est l'avocat de l'autre. L'autre est d'ailleurs avocat aussi, l'ancien président de la République. L'affaire dite Bettencourt, pour simplifier, n'est pas encore terminée. Donc ils ont un lien dans le cadre d'une affaire qui est cette affaire, instruite à Bordeaux et jugée à Bordeaux. Les juges suspectent le financement de la campagne libyenne dans les conditions que vous avez tous entendues, tout ça étant relayé par certains journalistes, dont en particulier Mediapart, dont je vous toucherai un petit mot si vous le voulez. Bah oui, je ne suis pas venu à Pau pour ne pas vous dire les choses. Bah oui. Non. Il y a peut-être des lecteurs dans la salle où justement... Oui, il y aura peut-être même des gens qui vont se désabonner en ce temps. Et donc, il y a des écoutes téléphoniques très très nombreuses. Une requête en nullité est présentée pour obtenir la nullité, évidemment, de ces captations en disant secret professionnel. Et là, la Cour de cassation, qui est la plus haute juridiction de notre pays, finit par dire qu'il n'y a pas de secret professionnel puisque Nicolas Sarkozy n'est pas mis en examen et il n'a pas été gardé à vue. Dans l'affaire libyenne, c'est vrai. Oui, mais si vous venez me voir pour un divorce, vous ne serez jamais mis en examen puis vous ne serez pas gardé à vue. Donc il n'y aurait plus de secret professionnel. Implicitement, mais nécessairement, c'est ça que dit la décision. Il fallait bien les valider, ces écoutes. Et donc on a choisi ce
ce Un moyen-là arrangement. qui est absolument et purement scandaleux. Et les journalistes aujourd'hui sont mieux protégés, moi je m'en félicite, tant mieux, parce qu'on appelle le secret des sources que les avocats. Et je vous donne un autre exemple. La police sait que M. Duchemol est en fuite et qu'il me contacte régulièrement, ce qui est son droit, puisqu'on peut même se faire représenter à l'audience par un avocat. Ça nous vient, ça, c'est une décision rendue par la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Eh bien, j'affirme que si la police sait ça le lundi, le mardi, on peut perquisitionner mon cabinet pour trouver l'adresse de celui avec lequel je suis en communication, qui est mon client. Et moi, j'estime que je ne suis pas l'annexe du commissariat de police. Et c'est infiniment choquant. Le secret professionnel de l'avocat aujourd'hui est mort. Quand cet arrêt scandaleux a été rendu, j'ai lancé une pétition, on a recueilli 10 000 signatures. Et les Italiens ont signé. Les Italiens, ils connaissent le crime organisé comme, fort heureusement, on ne le connaît pas en France. Et il faut évidemment s'en féliciter. Et ils disaient, mais c'est ça le pays des droits de l'homme, on peut écouter un avocat dans ces conditions-là. Et François Hollande avait promis une réforme pour que le secret professionnel soit à nouveau efficace, efficient. Cette réforme n'a jamais vu le jour. Oui, parce que vous soulevez un point que la plupart d'entre nous, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes dans la salle qui ont eu maille à partir avec la justice, mais on peut se dire peut-être en la lecture de certains journaux, après tout, si Maître Herzog fait l'objet d'écoutes téléphoniques dans le cadre de cette affaire, c'est peut-être qu'il y a une raison de le faire et peut-être qu'on va trouver quelque chose. Mais vous dites, et c'est là que ça devient effectivement, on a tout écouté des autres affaires que suivait Maître Thierry Herzog, et donc livrer en pâture d'autres affaires qui ne concernaient pas. Oui. Vous posez une vraie question. J'affirme que si on mit des caméras dans toutes les rues, de toutes les villes de France et de Navarre, que si on écoute tout le monde, on n'a plus de délinquance, mais on n'a plus de liberté non plus. L'histoire, c'est pas on va écouter Thierry Herzog dans l'hypothèse où il y aurait. Il faut d'abord qu'il y ait avant de pouvoir l'écouter. Bien sûr. C'est ça l'histoire. C'est dans ce sens-là que ça marche. Bien sûr. Et le secret professionnel, il est intangible. Mais on vit, vous l'avez compris, l'époque de la transparence. Pour ne pas dire de la transperçance. Il faut tout savoir sur tout le monde maintenant. Le secret est suspect, le jardin secret l'est aussi. C'est ça l'époque. Hein. On en parle et d'ailleurs, la justice colle bien avec ces valeurs. Moi, quand je parle de ces nouveaux juges-là, cette nouvelle clique de juges, ils sont évidemment les garants autoproclamés de la morale publique. Et il n'y a rien de pire que ça. Justement, vous prononcez le terme de morale, c'est une des dérives que vous pointez du doigt. Oui. La morale est aujourd'hui aux portes du palais, voire même à l'intérieur des palais de justice. Bien sûr. Alors qu'elle n'a rien à y faire. La moralisation, l'hypermoralisation de notre époque, elle nous conduit au manichéisme, la bien-pensance d'un côté et le mal de l'autre. Et il faut être pour ou contre, sans nuance. Et vous avez remarqué que tous les jours, il y a une nouvelle polémique. Dans notre vie quotidienne, on s'en rend compte de ça. C'est, je sais pas moi, chasseur de palombes contre antispécistes, amateur de corrida contre je sais pas qui, fumeur contre non-fumeur, mangeur de viande contre vegan. Enfin, tout est sujet à polémique. Tout. Et il y a une traduction judiciaire de ça. C'est l'émergence de procès nouveaux qui sont rendus pour le symbole, au pied du mur de l'exemple. Ben voilà, l'affaire Tron, par exemple, c'est devenu... Georges Tron que vous avez défendu. Georges Tron contre des militantes féministes qui ont d'abord affirmé que les plaignantes disaient la vérité. Ça, c'est très courant par les temps qui courent, on en reparlera peut-être. Oui. Et qui, dans leur délire militant, sont allés jusqu'à préconiser l'instauration d'une distance physique de sécurité entre les hommes et les femmes. Mais là, vous parliez du temps qui passe, de mon expérience, ce n'est pas des procès que j'ai connus quand j'ai prêté serment, ça n'existait pas, ce truc-là. Aujourd'hui, on est dans la symbolique, moralisatrice, victimaire. Oui, c'est ce à quoi nous assistons. Et toutes les dérives auxquelles on assiste, on les retrouve évidemment dans l'institution judiciaire, qui au fond est une émanation de
de notre société. Oui, tout à fait. Alors justement, effectivement, on a souvent l'impression quand même que cette justice, elle se rend aussi, pas au doigt mouillé quand même, parce qu'il y a des textes, mais la caisse de résonance médiatique, amplifiée aujourd'hui par les réseaux sociaux, où l'on jette en pâture, les cas sont nombreux, si on revient, François Drugy qui démissionne avant même que les faits, enfin on peut en citer plein. Oui, on peut en citer quelques-uns. Allez-y. On va parler de Polanski, par exemple. Voilà. Je trouve que la présomption d'innocence se délite totalement dans notre pays. On va rappeler aux citoyens que vous êtes que c'est un principe constitutionnel. Aucun homme n'est coupable avant qu'une juridiction l'ait décidé. Et la décision doit être définitive. C'est-à-dire que même un homme condamné en première instance n'est toujours pas coupable. Il faut attendre que les recours soient épuisés. C'est un principe essentiel. Aujourd'hui, tout le monde s'assoit sur la présomption d'innocence. Les réseaux sociaux, on va en reparler, mais d'autres. On va prendre l'exemple de Polanski. Une femme l'accuse d'un viol qui aurait, moi j'utilise le conditionnel, eu lieu il y a 40 ans. L'utilisation du conditionnel, c'est une précaution oratoire, ça n'est rien d'autre que cela. Ce n'est pas que vous mettiez en doute la parole de la personne, bien sûr que non, c'est un... J'ai rien pour mettre en cause la parole de cette femme, mais je n'ai rien non plus pour dire... Elle dit la vérité. Qu'elle dit la vérité, et ce n'est pas parce qu'il y aurait eu, ou qu'il y a eu, alors pour le coup, on peut utiliser un autre mode que le mode conditionnel, une affaire aux États-Unis, qu'il est coupable. Moi, j'en sais rien, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et la justice ne sera d'ailleurs jamais saisie, puisque, à l'évidence, c'est prescrit, 40 ans. Très bien. Là, vous avez une société des auteurs, je crois, qui décide des mesures dont l'application vont être rétroactives. Vous dites, mais on est chez les fous. Et puis vous avez surtout un membre du gouvernement qui apporte son soutien à la victime. Alors d'abord, on va utiliser les mots justes. Il y a autant de chemin entre la plaignante et la victime qu'entre l'accusé et le condamné. C'est le même chemin d'ailleurs. Donc on doit parler à ce stade de plaignante. Et les mots, c'est important. Vous savez, c'est la merveilleuse formule de Camus. Mal nommer les choses, c'est aggraver les malheurs du monde. Bon. Et quand on voit comment on écrit dans les réseaux sociaux, vous avez bien compris que ce n'est pas la préoccupation de tous ceux qui gribouillent. Hein. Elle apporte son soutien. Mais pardon, Marlène, je vous en supplie, fermez-la. D'autant que, quand M. Nicolas Hulot a fait l'objet d'accusations de cet ordre, moi, évidemment, je l'ai défendu, on m'avait interrogé là-dessus, j'ai dit, écoutez, il est présumé innocent. Voilà. Il s'est avéré d'ailleurs que cette affaire n'a strictement rien donné et que non seulement il est présumé innocent, mais il semble innocent. Voilà ce qu'on peut dire. Il y a pas de, la justice n'a pas été saisie. Bon, il n'y a rien. Monsieur Darmanin, exactement la même chose. J'ai moins entendu Marlène Schiappa là, intervenir et monter au créneau. Donc elle a des indignations sélectives. Et franchement, qu'un membre du gouvernement se mêle de ces choses, c'est insupportable. Et alors après, vous avez les réseaux sociaux. Ça devrait être l'outil idéal d'une démocratie participative. C'est une poubelle à ciel ouvert. Et il y a le très joli mot d'Umberto Eco qui dit les réseaux sociaux ont donné la parole à des légions d'imbéciles qui autrefois ne s'exprimaient qu'au bar. Oui, c'est ça. Devant un verre de vin. On les faisait taire tout de suite, ils ne causaient aucun tort à la collectivité. On leur a donné la parole comme à un prix Nobel. Il ajoute... C'est un commerce puissance 1000. Ah Mais au Café du Commerce, c'était drôle de voir... ça me plaisait bien de voir ça. Les types, ils racontaient des conneries entre l'odeur du café, de l'anisette, voilà. On se donnait un petit coup de coude pour dire, lui, il a une grande gueule, il raconte n'importe quoi, c'était drôle. Mais aujourd'hui, c'est plus que ça tombe au bas du comptoir, c'est plus balayé ensuite par le serveur. Non, non, c'est repris, empaqueté, diffusé, parfois mondialement diffusé. On cause des dégâts, mais considérables. Regardez un peu le phénomène hashtag, voilà.
Entreprise mondiale de dénonciation des comportements inadéquats. L'entreprise est sublime, il s'agit d'éradiquer tous les porcs, vous vous rendez compte? C'est extraordinaire. Mais les dénonciations arrivent sur la toile, sans filtre, et des procès publics sont ouverts. D'accord? Et le type qui est innocent, il fait quoi pour se défendre? Qu'est-ce qu'il raconte? Il va lamentablement annoncer qu'il est innocent. Il peut faire que ça, d'ailleurs. Et j'ajoute que le coupable se défend d'ailleurs toujours mieux que l'innocent, parce que le coupable, au moins, il connaît les faits. Oui. Ouais, oui. Mais quand vous êtes accusé à tort, on fait comment? D'ailleurs, dans ce processus, il y a des gens dont on sait aujourd'hui qu'ils ont été accusés à tort. Bien sûr. Alors ça arrive 20 ans, 30 ans après, etc. Puis on devient dingue. Enfin, tout à l'heure, pardon, il y avait une manifestation, je ne sais pas combien ils étaient, 300 là, qui gueulaient contre Phil Kelkrot. Mais je suis sûr que les gens qui gueulaient, ils n'ont même pas entendu ce qu'il a dit. Exactement. Il dit, je viole ma femme une fois par soir. Bon, déjà ça dénote un vrai tempérament. mais D'ailleurs, je vous livre une confidence, puisqu'il l'a dit, enfin confidence non, puisqu'il l'a dit sur le plateau. Ouais. Sa femme lui a dit, tu te vantes. Tu te vantes, ben oui. Non mais le pauvre, il n'ose même pas sortir, il va être pris à partie. Tous ces cons, ils ne comprennent même pas que c'est du premier degré. On a droit à l'humour quand même. Non, ou alors il y a des sujets. Et alors on entend, je crois que c'est la même d'ailleurs, qui dit, oui, on peut faire de l'humour, mais quand même, on peut mais on ne peut pas. Eh bien, non, je suis désolé, quand on écoute ce qu'il a dit, c'est une véritable boutade. Il n'y a rien d'autre à dire. Moi, j'ai été confronté à une de ces militantes actives qui disait qu'il faut interdire le rock parce que des rockers ont violé des filles. Je lui dis, mais il y a bien des boulangers qui ont fait ça aussi. Il faut interdire la boulangerie. Et quand vous exprimez ça, vous devenez une espèce d'affreux sexiste. C'est un non-sens, tout ça. On perd complètement la tête. Et la justice embraye là-dessus parce que on a évoqué évidemment... Mais bien sûr. On vit au pouls, enfin, la justice vit au pouls de la société, de ce qui ressort de ces des excès. Écoutez, on a mis en place maintenant, c'est pour vous dire où on est complètement fou, des cellules psychologiques d'urgence destinées aux juges pour qu'ils puissent supporter le chagrin des victimes. C'est ça. C'est vrai, vous en parlez dans votre livre. Si vous êtes juge et que vous ne pouvez pas, avec recul, je ne dis pas sérénité parce que c'est bouleversant ce qu'on entend. Quand le chagrin s'exprime, évidemment, c'est bouleversant. Mais si quand on est juge, on est incapable de recevoir ça... Il faut changer de métier. Il faut changer de métier. Bien sûr qu'il faut changer de métier. À la Faute-sur-Mer, vous savez, le maire de la Faute-sur-Mer... après la tempête Cynthia. Mais imaginez qu'il y avait une cellule psychologique d'urgence pour rassurer les juges. Mais on est chez les dingos. Non, mais voilà. Tiens, puisque vous parlez de cette affaire, j'ai été ébahi, effaré de lire, puisque vous revenez, vous avez défendu le maire de la Faute-sur-Mer. Non, c'est pas vous étiez intervenu où, mais le président dit au maire de la Faute-sur-Mer, il le traite d'autiste. Et des affaires comme ça, où, alors on pourra parler de l'affaire DSK et le Carlton aussi, où on parlait il y a quelques minutes de la morale. Alors, enfin, c'est vrai qu'on a tous eu de la sexualité de Dominique Strauss-Kahn grâce aux magistrats. Alors, on va d'abord rester un peu sur la côte. Oui, et on reviendra après dans le Nord. La Faute-sur-Mer, il y a un jugement qui est un jugement assassin, où les juges se sont mal tenus avec cet homme qui était maire de la commune. Je ne dis pas qu'il a fait ou pas fait, j'en sais rien, je ne connais pas le dossier. Mais il a été traité comme un justiciable ne peut pas l'être. Parce qu'au fond, la justice, elle ne tourne pas pour elle-même. Il y a des justiciables et on leur doit un minimum de respect. Il y a des comportements... moi, il y a très longtemps, j'avais suggéré à un garde des Sceaux, Marlise Lebranchu, d'envoyer un peu des missies dominici en observation. Alors, comment les justiciables étaient traités parfois. C'est ahurissant. On n'oserait pas mettre ça dans un film. On penserait que ce n'est pas crédible. Bon. Et alors, il faut tout dire, la Cour d'appel a parfaitement traité le maire comme on doit traiter un justiciable. J'ai pu lire tout ça. Il y a les chroniques judiciaires, en particulier celle de Stéphane Durand-Soufflant, avec lequel j'ai commis plusieurs ouvrages.
Et on voyait bien la différence entre la façon dont il avait été traité en première instance et dont il avait été traité en appel. Dominique Strauss-Kahn, maintenant. Dominique Strauss-Kahn, on a artificiellement créé, pour lui, hein, l'infraction de proxénétisme. C'était la seule façon de l'accrocher, au fond. Le fait d'être client, ça ne fait pas du client un proxénète. Et le procureur, d'emblée, a dit, pour moi, ça ne tient pas, à l'audience. Je vais requérir une relaxe. Et le président avait fait un truc absolument magnifique, comme quoi il y a de bons magistrats. Il avait dit, il n'est pas question que la morale franchisse la porte du palais. Ici, on va faire du droit. Et vous connaissez la décision, il a été relaxé. Mais moi, je me suis souvent dit, moi, je ne défendais pas Strauss-Kahn, je défendais un des garçons qui était en contact avec des prostituées. Et je me suis souvent dit, mais il a une force absolument incroyable parce que je ne sais pas comment il a fait pour ne pas se flinguer. Vraiment, j'y ai pensé. Humainement. Pas un jour sans que des humoristes le déglinguent, les réseaux sociaux. Enfin, c'est difficile de supporter une pression comme celle-là. Et puisqu'on parle de morale, je vais vous faire sourire une seconde. Dans son ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, la juge écrit, je vous promets que c'est vrai, hein, qu'un acte de sodomie pratiqué sur une femme est un acte forcément, les adverbes ont un sens, payant. Alors, moi je dis que ça en dit plus sur la sexualité du juge que sur celle de Strauss-Kahn. Bien sûr. Il y a d'autres affaires dans les livres, alors moins, peut-être plus drôle, mais on peut venir quelques secondes là-dessus parce que tellement c'est effarant. Je pense ça va faire sourire sans doute les gens qui sont dans la salle. Racontez-nous l'affaire du dalmatien Théo. Comment dans notre pays, la justice... Bon, écoutez, non mais... D'abord, je pense que la justice attire beaucoup de fous et beaucoup de pervers. La magistrature comme le barreau. Hein. Bon, moi, je suis devenu avocat pour me soigner un peu. On en parlera. L'analyse n'est pas complètement finie, mais je vais, disons, un peu moins mal. Je vous promets que c'est vrai, j'ai rencontré dans ma vie de grands juges. Je ne le dis pas parce que je suis forcé de le dire, je le dis parce que c'est vrai, des gens qui sont humains, qui sont accessibles aux doutes. Imaginez comment ça doit être difficile de juger quelqu'un qui représente tout ce que vous détestez, tout ce que vous abhorrez. Le juge, il doit d'abord se méfier de lui, de ses a priori, de ses préjugements, de sa culture parfois, de ses opinions politiques aussi. Hein, religieuse. Le mur des cons, par exemple. Bon. Et il faut avoir cette force de d'abord se méfier de soi-même. Et donc c'est la raison pour laquelle on ne rencontre pas non plus beaucoup de bons juges. Moi, c'est mon sentiment. Ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent. Moi, je fais ce constat depuis 35 ans. L'histoire du chien. Alors, l'histoire du chien, c'est une dame qui est découverte pendue dans sa péniche. Elle est extrêmement riche. Et 2 hommes vont être suspectés de l'avoir tuée et d'avoir maquillé ce meurtre en un suicide. Ils vont nier évidemment les faits. Ils vont être acquittés, à 2 reprises d'ailleurs. Et à un moment, le juge a cette idée de mettre les 2 accusés, ils sont mis en examen, pour utiliser les termes justes, en présence d'un chien. Le chien de la victime. Pardon ? C'est le chien de la victime. Le chien de la victime, oui. Et là, il y a un type de l'école vétérinaire, il s'appelle Mouton, ça ne s'invente pas. Une vocation. Il est censé... et il accepte la mission. Hein. Ah ouais, ça aussi c'est curieux. Bon. Et il est censé observer les réactions du chien. Donc, grosso modo, si le chien grogne, c'est que le type est coupable. Et s'il bat de la queue, bon, ok. Alors, dans la péniche, il se passe un truc formidable parce qu'il
Il y a un maître chien, un policier, il descend, puis le chien, il doit sentir les odeurs de chien. Il a l'air tout content de voir le maître chien. Puis quand les avocats descendent, il se barre, il va dans un coin, là, bon. Et d'emblée, on dit au juge, vous voyez, il préfère la police au barreau, bon, etc. Mais bien. Et le chien, il moufte pas, il reste là, voilà, bon, évidemment. Et on se dit, là, mais comment un juge peut avoir eu cette idée ? Je vous jure que c'est vrai. Hein. Moi, j'ajoute que le dalmatien, dans le classement qui a été fait par les Américains, pardon pour ceux qui ont un dalmatien, est un des chiens les plus cons qui soient. Ah, mais bon, il y a le dalmatien, le lévrier afghan, c'est comme ça. Pardon pour les propriétaires de lévrier afghan. Et là, on marche sur la tête. Et alors, quand arrive le procès aux assises, j'ai failli le faire citer comme témoin, le chien. Bah oui. Au point où on en était. Ouais. Faire délivrer une citation par voie d'huissier. Bon, je voulais pas le faire parce que bon, il y avait quand même la liberté de ces hommes qui était en cause. Mais franchement, s'il n'y avait pas eu ce risque, je l'aurais fait. C'est ridicule. Et le juge, il va très bien parce que je voudrais vous dire quelque chose. Si vous êtes curieux de la chose judiciaire, il faut impérativement que vous alliez consulter les décisions rendues par le Conseil supérieur de la magistrature. Vous allez voir ce que c'est que la clémence. C'est-à-dire les juges qui jugent les juges. Et si vous tapez Conseil supérieur de magistrature disciplinaire, vous allez tomber sur une décision récente, tout à fait récente, qui est absolument incroyable. Je vous la livre. C'est un jeune homme, très jeune homme, il comparaît dans le tribunal correctionnel. Il est condamné à 24 mois d'emprisonnement, dont une petite partie sursis. Et le tribunal n'ordonne pas le mandat de dépôt. Vous savez ce que c'est que le mandat de dépôt ? C'est le titre décerné par la juridiction qui permet l'incarcération immédiate. Donc, à défaut de ce mandat de dépôt, l'homme doit être libéré. Le jeune homme doit être libéré. C'est d'ailleurs ce que lui dit son avocat. Il lui dit tu vas où vous allez sortir dans les heures qui viennent. Le directeur de la prison, un peu zélé, prend l'initiative à ce moment-là, il est un peu surpris, il ne voit pas le mandat de dépôt, d'appeler la juge qui présidait le tribunal correctionnel. Le tribunal correctionnel, c'est 3 magistrats, un président, 2 assesseurs. Et elle lui dit, oui, le mandat de dépôt a été décidé, alors que ça n'est pas vrai. Résultat des opérations, le directeur de la prison dit au gamin, non, vous n'allez pas être remis en liberté. Il se suicide. Décision rendue par le Conseil supérieur de la magistrature, il n'y a pas lieu à sanction. Vous avez un juge qui raconte au directeur de la prison qu'il y a un mandat de dépôt alors qu'il n'y en a pas, et on vous dit excellent service, il n'y a pas lieu à sanction. Mais dans quel métier on se retrouve face à une réalité aussi scandaleuse que celle-là ? Et ce n'est pas n'importe quel juge. Si vous avez la curiosité d'aller regarder, vous verrez. D'ailleurs, on n'a même pas le nom du juge. Chez Madame X, là, tout est préservé, je vous le garantis. C'est pas transparent. Ah ouais, alors là, la transparence, c'est bon. Enfin, peu importe. Et des exemples comme ça, je peux vous en citer 1000. Le procureur, j'avais plaidé ça d'ailleurs quand j'ai plaidé pour Cahuzac. Conseil supérieur de la magistrature, magistrat, parquet, ne paye pas ses impôts pendant 4 ans, alors qu'elle dispose de suffisamment d'argent sur son compte. Mutation. Mais vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et des exemples comme ça, il y en a 1000. Et c'est l'état d'esprit qui règne dans la magistrature. Le corporatisme forcené, parce qu'on commence l'entre-soi dès l'école. Alors justement, parlons-en, parce que c'est voilà. parce que maintenant qu'on a dit tout le bien qu'on pense de la justice, des solutions peut-être, et quid de l'action politique aussi peut-être pour y remédier. Vous fustigez l'École nationale de la magistrature en disant, d'ailleurs on est l'un des rares pays européens, sinon le seul, à avoir une École nationale de la magistrature. Vous dites que pour vous, les magistrats devraient avoir été avocats avant de devenir magistrats. C'est ce qui se passe dans la plupart des pays européens. Je vais répondre à toutes les questions qui sont contenues. Dans une seule question. Dans une seule question. D'abord, quid de l'intervention politique ? Pas grand-chose. Les politiques, ils vous disent toujours, je comprends ce discours institutionnel, qu'ils ont une inébranlable confiance dans la justice de notre pays, sauf quand ils sont mis en examen. C'est ça.
Ah ouais, là, quand ils sont confrontés à la justice, là, ils tâtent le terrain, ils voient ce qui se passe. Bon. Et c'est plus la même vision qu'eux. Bon, d'accord. Ça, c'est la première chose. Les politiques, ils n'y touchent pas à l'institution judiciaire. Parce que dès qu'on veut. Vous vous souvenez de la formule d'Allègre sur le mammouth, ça concernait l'enseignement national. Mais c'est pire en matière de justice. Dès que vous voulez toucher un truc, les magistrats se drapent dans leur dignité pour dire on va toucher à notre indépendance. Et au final, comme disent les jeunes, il ne se passe jamais rien. Mais jamais rien. Et puis les syndicats poussent tout de suite des cris d'orfraie, alors qu'on peut envisager par exemple une responsabilité des juges. Une vraie responsabilité. Moi, je peux vous citer des exemples, je les ai cités d'ailleurs dans certains de mes livres. Il y a ceux dont je viens de vous parler, du Conseil supérieur de la magistrature, mais il y en a 1000 autres, de gens qui ne sont jamais sanctionnés. Pourtant, dans une petite juridiction, par exemple, on connaît parfaitement les comportements pathologiques, qu'il s'agisse de ceux des avocats ou de ceux des magistrats. On le sait, mais c'est pas dans les usages. Donc, l'École nationale de la magistrature, pour moi, est une hérésie. J'y ai été reçu, et je suis allé dire ça devant les 300 élèves de... Vous êtes resté longtemps persona non grata, non? Pardon? Vous êtes resté longtemps persona non grata à l'ENM, avant de pouvoir... Ah, mais oui, c'est vrai. On avait d'ailleurs organisé une session sur la cour d'assises. Modestement, je pense que je peux y raconter trois ou quatre mots. Et quand le directeur de l'enseignement a su que c'était moi, il l'a annulé. Bon, ben voilà, il avait peur que je les mange, je ne sais pas quoi. Mais l'actuel directeur est un grand magistrat. Était un grand magistrat. Je l'ai dit partout, c'est vrai, c'est un des plus grands magistrats que j'ai rencontrés. Monsieur Laurent. Monsieur Olivier Laurent. Il faut lui rendre cet hommage, il le mérite. Il m'a invité. Il y avait 300 gamins qui défendaient leur école. J'y ai vu d'ailleurs des choses très intéressantes, et notamment une véritable qualité dans l'enseignement, d'un point de vue technique, d'un point de vue juridique. Mais je persiste et je signe, c'est le corporatisme. Et pourquoi moi je voudrais que les juges soient d'abord des avocats? Parce qu'un gamin de 23 ans qui est avocat, il est dans une posture d'humilité, il demande, il quémande. Mais un gamin de 23 ans qui est juge, il est déjà dans une posture d'arrogance parce qu'il décide. Et ça ne fait que s'amplifier avec le temps. Moi, je dis 5 ans avocat. Et puis, vous savez, bien sûr que les clients ne nous disent pas tout, mais ils nous disent un certain nombre de choses qu'ils ne diront jamais au juge. Et cette perception-là, d'une certaine forme d'humanité cachée devant le juge, elle est essentielle dans l'appréhension qu'on peut avoir des êtres. Et moi, je dis que ce serait une école formidable. Il y a plein de pays où ça fonctionne comme ça. La Suisse, ça marche comme ça. L'Angleterre, ça marche comme ça. Le Canada. Et l'École nationale de la magistrature, elle existe en France. Il n'y a pas qu'en France qu'elle existe, mais elle est quand même exceptionnelle. Et en plus, ça ne donne pas la même relation entre magistrats et avocats. Moi, je dis que les relations se sont mais considérablement dégradées. Considérablement dégradées. L'autre chose importante, c'est évidemment la séparation du siège et du parquet. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà mis les pieds dans une cour d'assises, c'est le seul sport au monde où l'arbitre porte le même maillot que l'un des joueurs. Mais c'est atterrant. Et alors, le magistrat du siège, il est allé au parquet, puis après, le parquetier, il est allé au siège, ça va de branche en branche. Tout ça, ça n'est pas très sain. Il faut un parquet. Moi, je pense qu'il doit être rattaché à l'autorité politique parce que la sanction d'une politique pénale nationale qui ne fonctionne pas, c'est dans les urnes. Et pourquoi je dis nationale? C'est pour éviter que le procureur de Pau fasse différemment que le procureur de Marseille, de Strasbourg ou de... je ne sais pas. Bon. Donc moi, je pense qu'il faut un lien politique clair, net, précis, soit au garde des Sceaux. On avait envisagé peut-être la création d'un procureur national qui chapeauterait les parquets pour pas qu'il y ait 10 politiques pénales différentes. Et puis, un siège, pardonnez-moi, les juges du siège à équidistance entre le barreau et le ministère public, l'accusation. Ça se fait d'ailleurs en Italie. C'est très intéressant, la procédure italienne, de ce point de vue. Bon, voilà quelques réformes qui sont assez simples, mais
Le problème, je le dis, c'est que les politiques n'osent pas toucher à la justice. J'ai défendu beaucoup de politiques, de droite comme de gauche, et tous ils regrettent d'avoir eu cette inébranlable confiance dans la justice de notre pays. Et pour cause. Même ceux qui ont été relaxés, d'ailleurs. Éric Dupond-Moretti, un de vos confrères dit un avocat révolté est un avocat efficace. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette citation? C'est plus compliqué que ça, parce que parfois l'expression de la révolte plaît pas au juge que vous avez en face. Pas si simple que ça. Je dis qu'un avocat révolté n'est pas un avocat. Ensuite, que ce soit efficace, c'est au cas par cas tout ça. Il n'y a pas de recette miracle. D'abord, s'il y avait des recettes miracles, je vous garantis que je n'aurais pas perdu un seul procès. Mais j'en ai perdu plus que j'en ai gagné, bien sûr. Et justement, qu'est-ce qui se passe quand les gens que vous défendez? Est-ce qu'on défend de la même façon un des hommes politiques que vous venez de citer, enfin sans citer leur nom, mais en tout cas les affaires, et un justiciable beaucoup plus anonyme? Est-ce qu'on appréhende la chose de la même façon? Dans la préparation du dossier, sans doute, mais pour un politique, je pense à Patrick Balkany, évidemment, parce que c'est à lui qu'on pense, la pression médiatique, elle est beaucoup plus importante. Je suis passé de Patrick Balkany à une affaire que j'ai plaidée la semaine dernière aux assises à Saint-Brieuc. Il n'y avait pas un journaliste dans la salle. C'était une affaire importante, c'était un crime de sang, ça n'intéressait manifestement personne. Donc cette pression-là, évidemment, elle n'existe pas. Mais dans la préparation d'un dossier, dans la minutie que l'on doit y mettre, dans vous savez, les avocats, ils ont tous une patte, une signature. Oui, c'est la même dans tous les dossiers. Oui, bien sûr, bien sûr. Je disais tout à l'heure en vous présentant brièvement, avant que vous n'entriez sur scène pour me rejoindre, que vous exercez, et vous en êtes conscient sans doute, une certaine fascination, en tout cas des sentiments contradictoires. Mais au-delà de votre personnalité, comment expliquez-vous cette fascination, cet intérêt pour ce qu'on appelle, ce qu'il est convenu d'appeler les ténors du barreau? Pas seulement vous, et d'autres avant vous, des noms très très célèbres. Pourquoi ces gens-là fascinent autant? Parce que 80% des Français détestent les avocats et 80% des Français aiment leur avocat. Non, mais si vous avez des emmerdements demain, c'est pas chez le procureur général que vous irez frapper. C'est chez un avocat, évidemment. Et puis alors, dans la fantasmagorie populaire, l'avocat, c'est un mercenaire grassement stipendié pour faire triompher le crime. Et en réalité, l'opinion publique, si je défends un type considéré par l'opinion publique comme un innocent, je suis un héros. Et si je défends un type considéré par l'opinion publique comme un salaud, je suis un salaud. Contaminé. Bon, porteur sain du virus, mais contaminé quand même, donc ça fascine. Alors, il appartient à l'institution judiciaire, donc a priori, c'est un type bien. Oui, mais il défend quand même des criminels. Ah, oui. Donc, c'est pas un mec bien. Puis, il est un peu complice. Mais qu'est-ce qui se passe derrière? Bon. Puis, vous avez aussi toute une représentation cinématographique de l'avocat qui n'est pas forcément à son avantage. Bon. C'est tout ça qui fascine, évidemment. La justice fascine. Regardez le nombre d'émissions consacrées à la justice. Il y en a partout. Le soir, si vous zappez un peu, là, vous passez de, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais enfin, il y a du crime et du sang partout. Autres, oui, bien sûr. Sur toutes les chaînes. Et puis, il y a chez nous tous, je pense, un petit côté voyeur. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? C'est d'ailleurs, pour ne rien vous cacher, ce qui fait aussi l'attraction de ce métier. C'est quoi un criminel? Comment il fonctionne? Et quel incroyable paradoxe de remarquer que si ses mains sont tachées de sang, elles ressemblent aux nôtres. Mais c'est pas rien quand vous avez 23 ans, ça c'est une véritable découverte. Vous savez, on vieillit très vite quand on est avocat, en tous les cas dans sa tête, parce que vous arrivez, vous êtes plein d'illusions. D'abord, les règles sont belles, le droit c'est beau, ça coule comme une source des Pyrénées, c'est magnifique. Bon. Puis après, vous vous rendez compte de ce que l'on en fait. Vous vous rendez compte que souvent, l'exception devient la règle et que le principe est relégué au rang d'accessoire. Et puis, vous rentrez avec une violence incroyable dans l'humanité. Vous avez 23 ans, vous êtes confronté à des faits de pédophilie, à des faits de meurtre, il y a du sang, du sperme, c'est votre quotidien, c'est terrible. Bon.
Et puis là, vous perdez vos illusions, cette espèce de gigantesque dépucelage. Et vous dites, mais ah bon, mais moi je pensais que ça marchait autrement, l'humanité. Puis non. Et puis vous vous rendez compte en même temps que les gens, ils sont à la fois ombre et lumière. Et tout ça, évidemment, ça fascine parce que ça nous questionne sur notre propre inhumanité, sur notre propre humanité. Le regard qu'on porte sur un accusé, c'est un regard de réprobation, mais c'est en même temps un regard de qu'est-ce qu'il a de commun avec nous. Et c'est évidemment fascinant. C'est d'ailleurs le directeur de l'ENM, auquel vous rendiez hommage tout à l'heure, qui dit à ses élèves, aux futurs magistrats, jugez comme vous aimeriez être jugé. Oui, bien sûr, oui. Oui. Je prétends d'ailleurs qu'il m'a piqué la formule, mais il dit que non. Oui, des fois je dis, mais je ne vous demande pas d'aimer l'accusé, mais je vous demande de le juger comme vous aimeriez être jugé. Oui. Éric Dupond-Moretti, vous, entre du prétoire, des prétoires à la Seine, vous avez franchi le pas. Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que vous cherchez ou qu'est-ce que vous trouvez dans ces textes que vous dites, qui sont issus de certaines plaidoiries? C'est un prolongement. Je vais d'abord vous expliquer pourquoi je suis allé vers la Seine. Ouais. Pendant l'affaire Meyrat, j'ai découvert la violence les réseaux sociaux. Je lisais pas ces trucs. Vous défendiez le frère de Mohamed. Le frère de Mohamed Merah, oui. Et pourquoi j'avais accepté de le défendre? Parce que j'avais tout de suite pressenti qu'il y avait un doute. Et je me disais, la question qui se pose est de savoir si un homme qui incarne à un moment donné, dans une société, le mal absolu, va bénéficier encore des règles qui sont les nôtres, ou s'il va être jugé autrement. Question qui s'est posée, par exemple, au procès de Nuremberg. Je soutiens que l'acte pacificateur, ce n'est pas l'armistice, c'est le procès de Nuremberg. Les choses ont été remises à plat. Et il y a d'ailleurs 4 acquittés au procès de Nuremberg, qui sont pourtant des nazis patentés. Donc la question, c'est est-ce qu'on doit juger les terroristes comme eux, finalement, on juge les autres? C'est-à-dire, il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de droit de la défense, il n'y a pas de contradictoire, il n'y a rien de tout ça. C'est une justice barbare. Ou est-ce que, en accordant à ce type-là, même s'il incarne tout ce qu'on déteste, le bénéfice du doute, s'il y a un doute, est-ce qu'à ce moment-là, on ne rappelle pas que la différence entre la civilisation et la barbarie, c'est la règle de droit et son application? Pour moi, c'était essentiel d'y aller. C'est le procès dont je suis le plus fier. Celui qui vous a le plus exposé aussi. Oui, alors, évidemment. Alors, je vais là-dedans, et puis je reçois des centaines de lettres d'insultes, des menaces. Guacamole 425, Moto 59, Pipo 66, tous ces cons. Bref. Et moi, le matin, j'arrive, et ma secrétaire, elle me les cache, les trucs. Elle me dit, ça va? Oui, il n'y a rien. Je dis, montrez-moi les trucs. Oh non, je ne vais pas vous les montrer. Et moi, j'ai envie de répondre à chacun d'entre eux. Bon, mais après, je laisse tomber parce qu'on n'en finit plus. Donc, je reste stoïque. Et puis, je vais recevoir quelques lettres sublimes aussi, dont la lettre d'un grand rabbin qui me dit, dans nos textes sacrés, on trouve la justification de ce que Meyrat devait être défendu. Et rien d'en parler, ça me bouleverse encore, cette lettre. Elle est sublimement écrite. Et il s'avère, alors pour tout vous dire, c'est le cheminement du théâtre. Ma réponse est un peu longue, pardon, mais je ne veux pas vous cacher les choses. Il s'avère que je fréquente un restaurant cachère. Je suis catholique, mais je fréquente un restaurant cachère avec des potes. Voilà, on a un petit rituel comme ça, tous les mardis, enfin quand on peut, évidemment, quand je suis à Paris. Et il y avait toujours un gamin qui me chopait gentiment, aimablement, puis qui me disait « Mais pourquoi vous avez défendu Meyrat ?» etc. Et à chaque fois, on mettait le truc. Et à quoi ça sert un avocat? Et puis, vraiment, je pense que les Français ne savent pas ce que c'est qu'un avocat. Et comme parmi mes amis, il y a des gens qui sont des gens de théâtre, un soir, on avait bu un peu plus que de raison. Non, ça vous arrive jamais, ça. Ça vous arrive jamais, ça. Alors, on pourrait aussi passer 1 heure à parler de l'hygiénisme. Hein. Oui.
sous toutes ses formes. Camus, Malraux privés de leurs cigarettes sur les photos officielles, ça me fait faire des bonds comme ça. Moi. Donc on est en pleine période Stahl. Invraisemblable. Comment on peut accepter des trucs pareils? Non, mais mon oncle de Jacques Tati a un ventilateur dans la bouche. Vous avez déjà vu un mec fumer un ventilateur, vous? Non, enfin, bref. Et donc, ben voilà, on a dit, mais pourquoi on ne ferait pas un truc au théâtre pour expliquer ça? Parce qu'évidemment, il y a une pédagogie de la plaidoirie quand vous plaidez, mais vous vous adressez au juré, puis vous êtes dans le dossier de X ou de Y. C'est pas le moment de déborder. Vous ne pouvez pas raconter toute votre vie, puis tout ce que vous pensez de la justice. C'est pas le moment. Et donc c'est pour ça qu'on est allé au théâtre. Comment vous expliquez le succès de toutes les soirées? J'ai regardé encore. La pièce est bonne. et l'acteur est bon. Et l'acteur est bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne comprends pas du tout. C'est un mystère pour moi. Éric Dupond-Moretti, dans dans ce dictionnaire que vous avez écrit aussi, le dictionnaire de ma vie, c'est pour donner une autre facette de vous, d'autres facettes de vous. Oui, mais vous savez... là aussi, c'était un soir... Je veux dire deux mots sur le fond de la pièce. Sur le fond de la pièce, évidemment, on évoque toutes les grandes questions, ce qu'est la justice, l'idée que je m'en fais, l'hypermoralisation, l'hygiénisme... les nouveaux journalistes, parce que je veux quand même en toucher un petit mot. Oui. Vous permettez, là, sur les nouveaux journalistes? Oui. Vous permettez? Non, mais ça me tient tellement à cœur, ça, parce que à côté de cette nouvelle clique de juges, là, c'est pas tous les juges, mais voilà, il y a de nouveaux journalistes. Et moi, je soutiens que quand le moustachu, là, comment il s'appelle, le patron de Mediapart, Edoui Plenel, quand il écrit au procureur de la République de Paris pour demander des poursuites contre Jérôme Cahuzac. Il n'est plus journaliste, il est devenu flic. Quand la grande prêtresse du service public, Élise Lucet, harcèle un type coupable à ses yeux de tous les maux, je pense à Éric Woerth. C'est à lui que je pense. Ces images m'ont choqué. Je trouve que c'est absolument indigne. Jusqu'au seuil de son domicile, exigeant de lui des réponses qu'il ne veut pas fournir et qu'il est en droit de ne pas fournir. Pardon, hein. On n'est pas obligé de répondre à Mme Lucet. Mais ça devient suspect, ce que je vous disais tout à l'heure. Le secret est suspect, le jardin secret l'est aussi, puis tous les secrets, hein, le secret de l'avocat, le secret médical, le secret de la confession aussi, on pourra en parler. Voilà. Bon. Tous les secrets sont suspects. Il faut tout dire maintenant. Il faut tout savoir. Mais au fond, il n'y a que les ruisseaux qui sont transparents parce qu'ils sont peu épais. Hein. C'est quand même bien ça la difficulté. Bon. Et alors moi, je dis que ce n'est pas cache investigation, mais trash investigation. Je vais encore plus loin et il n'y en a plus pour longtemps, vous allez voir. L'affaire Benalla. Il y a un enregistrement qui est un enregistrement illégal entre Benalla et un autre type, je ne connais pas son nom, peu importe. C'est un enregistreur ou je ne sais pas quoi, un iPhone qui est sous la table. Et la police de notre pays ne peut pas utiliser de telles méthodes pour des raisons de liberté que vous comprenez tous. Très bien. La caméra cachée, c'est exactement la même chose. Parce que je ne sais pas, peut-être que vous la regardez cette émission, mais je ne sais pas si vous accepteriez d'être filmé en caméra cachée et ensuite de voir vos propos diffusés. Bien. Or, c'est ce qui se passe. L'affaire Benalla, l'information sale, crapoteuse, illégale, elle est blanchie par Mediapart. C'est des blanchisseurs d'informations sales. Et donc, une fois que c'est publié, le juge, il va aller saisir la publication, ce qu'il a le droit de faire pour le coup. Il ne peut pas faire pratiquer l'enregistrement, mais il peut saisir la publication. De la même façon, on demande un DVD à France 2 et on a toute l'émission de Mme Lucet avec les confidences reçues en caméra cachée, pas reçues, etc. Bien. Voilà donc, par un moyen détourné, la possibilité d'obtenir des informations illégales. Et ces gens-là, ils ne sont plus journalistes, ils sont, pour certains d'entre eux, militants et collabos de justice. Oui, il y a une collusion. Collusion scandaleuse. D'ailleurs, comment les juges les récompensent?
En leur livrant des informations? Ben voilà. En leur filant des PV qui sont couverts par le secret de l'instruction. Avant même les avocats des prévenus, quelquefois? Alors avant, évidemment, les avocats des prévenus, et avant, bien sûr, les prévenus eux-mêmes. Fillon, par exemple, c'est 2 journalistes du Monde, Davé et L'Homme, qui ont l'intégralité des procès-verbaux d'enquête préliminaire. Alors pendant l'enquête préliminaire, le suspect, il ne peut pas avoir accès à ces procès-verbaux-là. Et il y a 2 types du Monde qui les ont. Ben voilà des échanges de bons procédés. Et donc Mediapart, c'est un collabo de justice. Madame Lucet aussi, et tous les journalistes qui font ça aussi. Et moi je dis qu'il est absolument indispensable aujourd'hui qu'on ait un code de déontologie journalistique. Ce n'est pas parce qu'ils sont journalistes qu'ils ont le droit de tout faire. Et qu'il doit y avoir un juste équilibre entre l'investigation nécessaire dans une démocratie et la protection d'autres choses, la présomption d'innocence par exemple, et puis la légalité aussi, parce que cet enregistrement, je redis qu'il est illégal. Et il devrait y avoir un conseil de l'ordre des journalistes, comme il y a un conseil de l'ordre des avocats, géré par eux évidemment. Pas que le pouvoir politique mette son nez dans leur tambouille, mais qu'il y ait un certain nombre de règles. Vous continuez d'aimer votre métier? Est-ce vous avez encore confiance dans la justice? Non, j'ai confiance dans la cuisine de mon pays. On aurait pu parler de gastronomie et de vendange parce que vous avez aussi quelques vignobles, on en parlera, on aurait pu en parler. Merci beaucoup pour ce grand moment, Éric Dupond-Moretti. Merci à vous. Vous trouverez d'ailleurs dans le dictionnaire une excellente recette de spaghettis.